Le pire, ce n'est pas de voir un requin. Le pire, c'est de ne pas le voir. De savoir qu'il est là, quelque part, sous toi, et d'attendre qu'il choisisse. Nuit noire, Océan Pacifique, 30 juillet 1945. Pas de lune, pas d'horizon, juste une surface noire et infinie, et à la surface, des hommes. Quelques heures plus tôt, ils étaient près de 1200 à bord d'un croiseur américain. Une mission secrète, une traversée rapide, le genre de nuit où il ne se passe rien. Puis 2 torpilles, une explosion, 12 minutes, et le navire disparaît. Maintenant, ils flottent, brûlés par le carburant, blessés, éparpillés, accrochés à des gilets qui les maintiennent en vie, mais les condamnent à rester exactement là où ils sont, à la surface, là où quelque chose commence déjà à tourner. Un aileron fend l'eau puis disparaît. Un autre apparaît plus loin. Le cercle se dessine lentement, précisément, presque calmement. Un cri éclate, court, déchiré, incomplet. L'eau se referme et le cercle continue de se resserrer. Ils comprennent que ce n'est pas une attaque, mais une attente, lente, méthodique, presque patiente, et que le vrai danger n'est pas de voir, mais d'être vu. Tu vois le film « Les Dents de la mer », la musique qui monte, le requin qu'on ne voit presque jamais, le suspense. Ici, il n'y a pas de musique, pas de caméra, et surtout, pas un seul requin. Il y en a plusieurs, et il ne joue pas un rôle, et ce n'est pas un film. Avant d'aller plus loin, petite faveur, abonne-toi. Considère ça comme ton gilet de sauvetage, sauf que le tien est sec, confortable, et tu peux l'enlever quand tu veux. Alors que pour eux, il va devenir leur seule frontière entre la vie et quelque chose qui passe en dessous. Maintenant, installe-toi confortablement. Prends une gorgée d'eau, vraiment, parce que ce que tu vas entendre, ce n'est pas seulement un naufrage, c'est une lente disparition, des hommes laissés à la dérive pendant 4 jours sans boire, sans manger, sans pouvoir sortir de l'océan. Pendant que la chaleur les écrase, que la soif les détruit et que des prédateurs apprennent, lentement, que ces corps immobiles ne fuient pas. Comment tenir 4 jours dans ces conditions? Comment rester lucide quand ton corps lâche, que ton esprit dérive et que quelque chose décide, au hasard ou presque, qui sera le prochain? Voici l'histoire vraie de survie de l'USS Indianapolis. 4 jours dans l'océan Pacifique. Près de 900 hommes livrés à eux-mêmes et aux requins. 16 juillet 1945. La Seconde Guerre mondiale touche à sa fin, mais personne ne le sait encore vraiment. Dans le Pacifique, les combats continuent. Les îles changent de main. Les avions décollent encore. Les navires avancent, chargés d'ordres, de secrets et d'hommes qui espèrent simplement rentrer chez eux. L'océan Pacifique s'étend à perte de vue, immense, indifférent, presque calme ce jour-là. Une surface lisse, brillante, presque rassurante. Le genre de calme qui donne l'impression que tout va bien. Le genre de calme qui ment. Au milieu de cette étendue infinie, un navire fend l'eau à grande vitesse. Le croiseur lourd USS Indianapolis. Acier massif, silhouette imposante, moteur lancé au maximum. Il ne ralentit pas. Il ne dévie pas.
il avance droit, comme s'il avait quelque chose à livrer. À bord, près de 1195 hommes, des marins expérimentés, des mécaniciens couverts de graisse, des jeunes recrues qui découvrent encore la mer. Certains écrivent des lettres, d'autres jouent aux cartes, d'autres regardent l'horizon sans trop y penser. Ils pensent que la guerre est presque finie. Ils pensent qu'ils rentreront bientôt. Ils ne savent pas encore qu'ils viennent de s'engager dans l'une des missions les plus secrètes de toute la guerre et que, pour eux, le pire n'a même pas encore commencé. La mission de l'Indianapolis est atypique. Pas d'escorte, pas de convoi, pas de discussion. Juste un ordre clair, aller vite, très vite, plus vite que d'habitude, comme si quelque chose dépendait du temps. À bord, quelques caisses sont surveillées de près, verrouillées, intouchables. Personne ne pose vraiment de questions, ou plutôt, personne n'obtient de réponse. Ce qu'ils transportent, la plupart ne le savent pas. Mais nous, on le sait aujourd'hui. À l'intérieur de ces caisses, des composants essentiels d'une arme que le monde n'a encore jamais vue. Une bombe. Celle qui sera larguée quelques jours plus tard sur Hiroshima. Sans le savoir, ces hommes transportent une partie de l'histoire. Le 26 juillet 1945, le navire atteint l'île de Tinian. La cargaison est livrée, mission accomplie, rapide, efficace, presque trop facile. Les caisses quittent le pont. Le danger, pense-t-il, est derrière eux. Ils viennent de participer à quelque chose d'immense. Mais personne ne les prévient que pour eux, le pire commence maintenant. Le navire repart, direction Guam. Puis un nouvel ordre tombe, rejoindre Leyte aux Philippines. Cette fois, plus de mission secrète, juste un transit classique, une routine militaire. Et c'est là que tout change. Ils naviguent seuls, sans escorte, aucun destroyer pour les protéger, aucun écran anti-sous-marin, rien, juste eux, au milieu de milliers de kilomètres d'océan. Normalement, dans ces eaux, un navire zigzague. C'est une règle simple pour éviter les torpilles. Mais cette nuit-là, ce n'est pas obligatoire, pas imposé. Alors ils avancent droit, régulier, prévisible. À bord, l'ambiance est presque détendue. Certains dorment, d'autres discutent, d'autres regardent l'horizon sans y penser. La guerre semble toucher à sa fin. Le danger paraît loin, presque abstrait. Et pourtant, quelque chose ne colle pas. Un navire aussi important, seul, sans protection, dans une zone encore dangereuse, comme si, pendant un instant, toutes les règles avaient disparu. Ils viennent d'accomplir une mission qui va changer le cours de l'histoire. Quelques jours plus tard, le 6 août 1945, la bombe sera larguée sur Hiroshima. Mais eux n'y assisteront jamais. Parce qu'au même moment, quelque part sous la surface, un sous-marin japonais suit déjà leur trajectoire, observe leur vitesse, attend le bon moment. Et cette fois, ils ne verront rien venir. 30 juillet 1945, environ minuit 15. L'océan est calme, presque trop calme, comme si la surface elle-même hésitait à faire du bruit. Pas de lune, pas d'horizon, juste une obscurité compacte. À bord de l'USS Indianapolis, la plupart des hommes dorment, d'autres terminent leur quart. Une nuit ordinaire,
du moins en apparence. Le navire avance droit, vitesse constante, pas de zigzag, rien à signaler. Le genre de moment où l'on relâche légèrement la tension, où l'on se dit que le plus dur est derrière. Sous la surface, quelqu'un a déjà pris sa décision. Un sous-marin japonais, le I-58, immobile, silencieux. Il observe depuis plusieurs minutes. Trajectoire, vitesse, distance, tout est calculé. Puis, il tire. 2 torpilles, invisibles, inévitables. L'impact est instantané. Une explosion déchire la coque. Puis une seconde, plus profonde, plus violente. Le carburant s'enflamme. Une boule de feu éclaire la nuit comme un éclair qui ne s'éteint pas. Le métal hurle, le pont tremble. Et en une seconde, tout ce qui était stable disparaît. Les hommes sont projetés hors de leur couchette. Certains meurent sans comprendre. D'autres brûlent. D'autres encore rampent dans la fumée, cherchent une issue, un ordre, un repère. Mais il n'y a plus de repère. Le navire est déjà en train de mourir. L'eau monte partout, trop vite. Les couloirs se remplissent, les lumières s'éteignent. L'obscurité devient totale, l'air devient irrespirable. Ceux qui hésitent une seconde de trop n'auront plus jamais l'occasion de sortir. Sur le pont, c'est la panique. Des hommes sautent, d'autres hésitent. Certains tentent de lancer des radeaux. Mais il n'y a pas de plan, pas de temps. Juste une urgence brutale. Quitter le navire avant qu'il ne disparaisse. Parce qu'il va disparaître, et vite. Le Titanic a mis près de 3 heures à couler. 3 heures pour comprendre, pour s'organiser, pour espérer. Ici, 12 minutes. Pas de musique, pas de canot bien aligné, pas de dernière chance romantique. Juste 12 minutes pour passer d'un lit à l'océan. Et souvent, même ça, c'est déjà trop long. Un message de détresse est envoyé, peut-être 2. Dans le chaos, personne ne sait vraiment. Les signaux sont mal compris, ignorés, non confirmés. Le monde continue de tourner, comme si rien ne s'était passé. Et pendant que le navire disparaît sous la surface, près de 900 hommes se retrouvent dans l'eau, dans le noir, au milieu de nulle part, sans que personne ne sache qu'ils sont là. Et à ce moment précis, ils pensent que le pire est passé. Ils se trompent, parce que la vraie épreuve ne commence pas avec le naufrage, elle commence maintenant. L'impact passé, il n'y a plus de pont, plus de coque, plus de repères, juste l'eau, partout. Environ 900 hommes se retrouvent projetés dans l'océan, certains encore sonnés, d'autres hurlant, d'autres déjà silencieux. Certains sont blessés par l'explosion, d'autres brûlés par le carburant qui s'est enflammé quelques secondes plus tôt. La peau à vif, les yeux irrités, la respiration difficile. Et au milieu de tout ça, beaucoup n'ont même pas de gilet. Ils flottent comme ils peuvent, accrochés à ce qu'ils trouvent, à un débris, à un camarade, à une illusion de contrôle. Mais très vite, une chose devient évidente. Il n'y a rien à quoi s'accrocher. Rien, sauf l'eau. L'eau est chaude, presque rassurante au début. Pas de choc thermique, pas de froid immédiat. Et pendant quelques minutes, certains y voient même une chance. Ils sont vivants, ils respirent, ils flottent. Mais cette chaleur est un piège. Parce que l'eau ne tue pas tout de suite. Elle prend son temps.
Elle fatigue les muscles, elle déshydrate, elle brûle la peau lentement. Elle transforme chaque mouvement en effort, chaque minute en épreuve, et le soleil n'est même pas encore levé. Autour d'eux, une fine couche de carburant flotte encore, invisible par endroits. Traîtresse, elle colle à la peau, s'infiltre dans les plaies, brûle les yeux. Chaque mouvement remue cette surface toxique. Respirer devient douloureux. Bouger devient dangereux. Rester immobile devient la seule option. Les hommes tentent de se regrouper, par réflexe, par instinct, former des cercles, se rapprocher, se rassurer. Mais même ça devient difficile. Certains dérivent déjà, d'autres s'éloignent sans s'en rendre compte. Le groupe se fragmente, l'océan commence à les séparer. Et puis, il y a ce problème, le vrai, celui qu'aucun d'eux ne comprend encore complètement. Personne ne sait qu'ils ont coulé. Pas de signal confirmé, pas de secours en route, pas de navire qui change de cap, rien. Le monde continue comme si l'USS Indianapolis existait encore, comme si ces hommes n'étaient pas là. Alors ils attendent. Ils pensent que l'aide va arriver, dans 1 heure, peut-être 2. Le temps qu'un message passe, le temps qu'un navire soit envoyé, le temps que quelqu'un réalise. Mais le temps ne joue pas pour eux. Parce que pendant qu'ils flottent, que leur corps s'épuise, que leurs esprits tentent de rester lucides, quelque chose d'autre s'adapte, sous la surface, silencieusement. Et bientôt, ils ne seront plus seulement en train de survivre à l'océan, ils seront en train de survivre à ce qui vit dedans. La nuit ne s'éclaircit pas, elle s'épaissit, elle colle à la peau, étouffe les sons, avale les distances. Dans cette obscurité compacte, les hommes n'ont plus de repères, plus de direction, plus de structure, juste des voix. Des groupes se forment, ou plutôt se devinent. Quelques silhouettes proches, des mains qui se touchent, des voix qui se répondent dans le noir. Par réflexe, ils se rapprochent, se comptent, tentent de s'organiser. Mais rien n'est stable, rien ne tient. Les cris montent, puis se mélangent. Certains appellent des noms, d'autres demandent de l'aide, d'autres encore hurlent sans raison claire. La confusion est totale. Impossible de savoir qui est où. Impossible de savoir qui va bien et qui est déjà en train de partir. Certains s'éloignent sans s'en rendre compte. Un courant léger suffit, une panique soudaine, un mouvement mal contrôlé, et la distance se creuse. Une voix devient un écho, puis plus rien. D'autres paniquent, respirent trop vite, s'agitent, tentent de nager, de rejoindre un groupe, de s'échapper d'un danger qu'ils ne voient pas, et dans l'obscurité, bouger devient dangereux. L'eau entre, le rythme se casse, le corps lâche. Les premiers morts arrivent vite, discrets, sans annonce. Un homme qui ne répond plus, un autre qui glisse sous la surface, un gilet qui reste là, vide. Parfois un bruit, parfois rien. L'océan ne prévient pas. Et puis, lentement, quelque chose change. Les cris diminuent, pas parce que tout va mieux, mais parce que l'énergie disparaît. Les voix s'éteignent une à une. Les appels deviennent rares. Les réponses encore plus. Le silence s'installe. Un silence lourd, épais, presque irréel,
absorbés seulement par le bruit de l'eau, et parfois par quelque chose d'autre, un mouvement, une agitation brève, un rappel que sous eux, rien n'est vide. Et dans ce silence, chacun commence à comprendre. La nuit ne sera pas la pire partie. Le soleil se lève lentement, pas comme une délivrance, comme une condamnation. La lumière révèle ce que la nuit cachait encore un peu, des corps brûlés, des visages déjà marqués, des regards vides fixant un horizon qui ne répond pas. La chaleur tombe sans prévenir, écrasante, directe, sans ombre, sans échappatoire. La peau commence à cuire, lentement. Les lèvres se fissurent. La langue gonfle. Chaque respiration devient sèche, douloureuse. Et surtout, la soif arrive. Pas une simple gêne, pas une envie, une urgence, une obsession. Elle s'installe partout, dans la gorge, dans la tête, dans chaque pensée. Boire devient la seule chose qui compte. Mais ici, il n'y a rien à boire. Alors certains craquent. Ils regardent l'eau autour d'eux. Elle est là, partout, claire, accessible, évidente. Et leur corps hurle que c'est une solution. Ils boivent. Au début, ça soulage, quelques secondes. Puis le corps réagit. Mal, très mal. Le sel envahit tout. Le cerveau se dérègle. Les pensées se brouillent, les gestes deviennent incohérents. Et très vite, ils sombrent. Autour, les autres regardent, impuissants. Ils comprennent, ils voient ce que ça fait. Et pourtant, la tentation reste là, permanente, vicieuse, à portée de bouche. Refuser de boire devient un acte de survie. Les groupes tentent de s'organiser. Par petits cercles, quelques hommes ensemble, ils parlent, se surveillent, se rappellent de ne pas boire, se promettent de tenir, de rester lucides, de rester humains. Mais la chaleur continue, la fatigue s'installe, le corps lâche doucement et l'esprit commence à dériver. Des images apparaissent, des illusions, de l'eau douce, de la terre, des bateaux qui n'existent pas. Les premières hallucinations arrivent. Et pendant que certains parlent à des choses invisibles, pendant que d'autres perdent pied sans même s'en rendre compte, quelque chose d'autre continue de bouger sous eux, toujours là, toujours patient. Et maintenant, ils sont plus faibles. Au début, ce n'est presque rien. Un doute, une forme, une ombre qui glisse trop vite sous la surface. Quelqu'un dit avoir vu quelque chose. Un autre dit que non. On préfère croire le deuxième. Puis une nageoire apparaît, loin, brève, à peine visible. Elle coupe la surface et disparaît aussitôt, comme une erreur, comme un détail sans importance. Mais personne ne rigole. Les minutes passent et les silhouettes se multiplient. Sous l'eau, quelque chose bouge, lentement, circulairement, pas en ligne droite, pas au hasard. Ça tourne, ça observe. Et cette fois, tout le monde le voit. Ils comprennent alors quelque chose de simple, terrifiant. Ils ne sont pas juste perdus au milieu de l'océan. Ils sont au milieu de quelque chose qui s'intéresse à eux. Dans ces eaux chaudes du Pacifique, en plein cœur de l'été 1945, ils ne sont en effet pas seuls. Ici, loin des côtes, règne un prédateur discret, presque invisible, tant qu'il ne décide pas de se montrer. Le requin océanique à pointe blanche, un chasseur de surface, lent en apparence,
mais infatigable. Il patrouille, observe, suit, pendant des heures, parfois des jours. Et quand quelque chose dérive, s'agite, saigne, il ne lâche plus. Autour de lui, d'autres silhouettes peuvent apparaître, plus lourdes, plus imprévisibles. Des requins tigres attirés par les mêmes signaux. Le bruit, les vibrations, l'odeur du carburant, du sel et du sang. Ce n'est pas une meute organisée. Ce serait presque rassurant. Non, chacun vient pour lui-même. Mais tous répondent à la même chose. Une opportunité. Parce que dans cet océan, un corps à la surface n'est pas un homme. C'est une forme, une présence, quelque chose qui ne fuit pas, quelque chose qui s'épuise. Les requins approchent, tournent, disparaissent, reviennent, testent, et très vite, ils comprennent. Ces proies ne partiront pas. Elles vont rester là. La première vraie attaque arrive sans prévenir. Pas de bruit, pas de préparation, juste une agitation soudaine, un mouvement violent. Un homme disparaît, tiré vers le bas en une fraction de seconde. Pas le temps de crier, pas le temps de lutter. L'eau se referme. Autour, personne ne bouge, parce que bouger, c'est exister. Et exister, c'est attirer l'attention. Alors il reste là, immobile, à écouter, à attendre. Les requins ne chargent pas tous en même temps. Ils testent, ils approchent, ils s'éloignent, ils reviennent. C'est lent, presque clinique, comme si quelque chose apprenait, comme si ces corps flottants n'étaient pas encore identifiés, mais allaient bientôt l'être. Les attaques deviennent régulières, pas constantes, pas prévisibles, et c'est ça le pire, l'attente entre deux. Ce moment suspendu où rien ne se passe jusqu'à ce que ça recommence. Un remous, un cri, une disparition. Souvent, ça arrive à l'écart, à ceux qui dérivent un peu trop loin, à ceux qui parlent seuls, à ceux qui ne répondent plus. L'océan les isole, puis les reprend. Les groupes comprennent, ils se serrent, se rapprochent, tentent de former une masse, une présence, quelque chose de moins facile à prendre. Mais ça ne suffit pas. La nuit rend tout pire, la visibilité tombe à zéro. Impossible de voir sous la surface, impossible d'anticiper. Chaque contact devient une menace. Chaque mouvement d'eau déclenche une réaction. Certains sentent quelque chose frôler leurs jambes et ne bougent plus jamais. La peur change de forme. Elle n'est plus explosive. Elle devient lente, continue. Elle s'installe dans le corps. Elle fatigue. Elle ronge. Elle transforme chaque seconde en calcul. Ne pas bouger, ne pas paniquer, ne pas attirer et prier. Certains prient à voix haute, d'autres en silence. D'autres encore regardent simplement le vide, comme si leur esprit avait déjà quitté leur corps. Parce qu'à un moment, il faut bien se protéger de quelque chose, même si ce quelque chose est invisible. Et pendant que les heures passent, que les corps s'épuisent, que les esprits se fissurent, les requins restent là, toujours, pas pressés, pas stressés. Ils n'ont pas besoin de chasser. La nourriture ne fuit pas. Le deuxième jour ne commence pas vraiment. Il prolonge le premier, même chaleur, même lumière écrasante, même horizon vide. Sauf que quelque chose a changé. Ils sont moins nombreux. Personne ne tient un vrai compte, impossible. Mais chacun le sent, dans le silence, dans les espaces qui se sont ouverts entre les corps, dans ces voix qu'on n'entend plus.
La nuit a pris sa part, les requins aussi, et l'océan continue. Les corps sont à bout, la déshydratation est totale, les lèvres ne saignent même plus, la peau est brûlée, gonflée, craquelée par le sel et le soleil, les yeux piquent, la vision se trouble, les muscles lâchent. Tenir la tête hors de l'eau devient un effort. Respirer devient un travail. Certains meurent lentement, sans bruit, sans lutte. Le corps cesse de répondre, la tête bascule, l'eau entre. Et en quelques secondes, c'est fini. Pas de drame, pas de scène, juste une disparition de plus. D'autres meurent différemment. Plus vite, plus violemment, une agitation, un remous, une attaque. Les requins continuent, toujours à l'écart, toujours précis. Ils prennent, puis disparaissent. Les survivants ne regardent plus, ils écoutent. Et puis il y a ceux qui boivent. Encore, toujours, malgré tout ce qu'ils ont vu, parce que la soif est plus forte que la logique. Plus forte que la peur. Ils boivent, délirent, parlent sans cohérence, puis sombrent. Le corps lâche, l'esprit aussi. Au bout de 2 jours, les causes de mort se mélangent. Requins, déshydratation, épuisement, noyade. Impossible de distinguer, impossible de hiérarchiser. Tout tue. Mais le pire, maintenant, ce n'est plus le corps, c'est l'esprit. Les hallucinations deviennent constantes. Certains voient des bateaux, d'autres des plages, d'autres encore des proches. Ils parlent à voix haute, répondent à des choses qui ne sont pas là, et parfois, ils y croient. Alors ils quittent le groupe, lentement. Comme attirés, ils nagent vers quelque chose qu'eux seuls voient. Les autres essaient de les retenir, de les appeler. Mais à ce stade, convaincre quelqu'un qu'il rêve devient impossible. Ils s'éloignent et disparaissent. La paranoïa s'installe. Certains pensent que d'autres vont les entraîner vers le bas, que quelqu'un ment, que quelqu'un va lâcher. La confiance se fissure. Les groupes, déjà fragiles, commencent à se désagréger. Chacun se replie sur lui-même. Et c'est là que tout devient encore plus dangereux. Parce que seul, on dérive plus vite. On lutte moins. On devient une cible plus facile. Les requins le savent. Ou peut-être qu'ils n'ont même pas besoin de le savoir. Le résultat est le même. Le 3e jour est pire, parce qu'il n'y a plus d'énergie pour espérer, plus de force pour se mentir, juste une réalité brute. Ils sont encore là. Mais pour combien de temps? Les survivants commencent à comprendre quelque chose de terrible. Ils ne sont pas en train d'attendre d'être sauvés. Ils sont en train de disparaître. 2 août 1945. Le 4e jour commence sans annoncer la fin. Même soleil, même mer, même fatigue qui colle au corps. Mais cette fois, quelque chose change. Le silence n'est plus le même. Ils ne sont plus que quelques centaines, éparpillés, méconnaissables. Les visages sont creusés, la peau brûlée, les yeux vides. Certains ne parlent plus, d'autres murmurent encore. Mais la plupart attendent sans vraiment y croire. Parce qu'au bout de 4 jours, l'espoir ne disparaît pas d'un coup. Il s'efface lentement. Puis, au loin, un bruit différent. Pas celui de l'eau, pas celui du vent. Un moteur, faible,
instable, presque irréel. Certains lèvent la tête, d'autres pensent halluciner. Après tout, ils hallucinent déjà depuis des heures, mais cette fois, le bruit revient. Un avion apparaît, petit, lointain. Il traverse le ciel sans ralentir. Pendant une seconde, rien ne se passe, juste un passage, une présence, et puis, il tourne, il revient. Là, quelque chose explose, pas dans l'eau, dans les hommes, des cris, des gestes, des bras qui se lèvent. Certains agitent des morceaux de tissu, d'autres hurlent sans voix. Ceux qui n'ont plus la force essaient quand même, parce que cette fois, ce n'est pas une illusion. L'avion descend, le pilote regarde, il comprend. Ce qu'il voit n'est pas un groupe, c'est un champ de corps flottants, certains vivants, beaucoup immobiles. Et immédiatement, tout change. Un message est envoyé. Cette fois, il est reçu, confirmé, répété. Les secours sont lancés. Mais même là, ce n'est pas instantané. Il faut du temps, toujours du temps. Et pendant ce temps, ils sont encore dans l'eau. Un autre avion arrive, puis un autre. Certains se posent malgré les ordres, malgré le danger. Ils savent que chaque minute compte. Ils commencent à remonter les premiers hommes, lentement, un par un, ceux qui peuvent encore être sauvés. Puis les navires arrivent, massifs, réels. Cette fois, il n'y a plus de doute. Les cordes tombent, les mains se tendent, les corps sont hissés à bord. Certains pleurent, d'autres ne réagissent plus, d'autres encore regardent simplement, comme s'ils n'étaient déjà plus vraiment là. Et là, pour la première fois depuis 4 jours, ils sortent de l'eau. Mais tout le monde ne sort pas. Sur près de 1195 hommes au départ, environ 900 ont fini dans l'océan. Et à la fin, ils ne sont plus que 316 à être sauvés. Environ 879 ne reviendront jamais. Ceux qui restent ne parlent pas encore. Pas vraiment. Ils regardent le pont, le ciel, le vide. Ils boivent. Enfin, lentement, comme si leur corps ne savait plus comment faire. Parce que survivre ne s'arrête pas au moment où on est sauvé. Et même hors de l'eau, quelque chose reste avec eux, quelque chose qui ne disparaît pas tout de suite. Le retour à la réalité ne ressemble pas à un soulagement, pas vraiment. Les corps sont sortis de l'eau, mais l'esprit, lui, y est encore. Les survivants sont méconnaissables, amaigris, brûlés, déshydratés. Certains ne tiennent même plus debout, d'autres ne parlent pas. Ils regardent dans le vide, comme si une partie d'eux était restée là-bas, dans cette eau noire. Mais le plus dur n'est pas seulement physique, c'est ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont entendu, ce qu'ils n'ont pas pu empêcher. Des hommes disparaître à quelques mètres, des voix s'éteindre, lentement, inévitablement. Et ça ne s'oublie pas. Puis vient une autre réalité, plus froide, plus incompréhensible. Le commandant, Charles McVeigh, est jugé, accusé, désigné responsable. Comme si un homme pouvait contrôler une torpille dans la nuit, comme si zigzaguer aurait changé ce qui était déjà décidé. Il devient
le coupable. Pendant des années, cette histoire reste floue, mal racontée, mal comprise. Les survivants vivent avec ça, le souvenir, le poids et une forme d'injustice qui ne disparaît pas. Il faudra du temps, beaucoup de temps, pour que la vérité remonte à la surface. Des décennies plus tard, le nom de McVeigh sera réhabilité. Trop tard pour lui, mais pas pour l'histoire, pas pour ceux qui ont survécu, et pas pour ceux qui ne sont jamais revenus. Aujourd'hui, l'USS Indianapolis reste l'une des pires tragédies navales de l'histoire, pas seulement pour le naufrage, mais pour ce qui a suivi. 4 jours, sans eau, sans nourriture, avec la chaleur et quelque chose sous la surface. Et au final, 316 hommes encore en vie, sur près de 1200 au départ. 316. Alors ce soir, quand tu bois un verre d'eau sans y penser, quand tu te plains d'une nuit un peu trop chaude ou d'un silence un peu trop lourd, souviens-toi qu'à un moment, quelque part, des hommes ont tenu 4 jours dans un endroit où tout était contre eux et que certains ont réussi. Avant de partir, n'oublie pas de t'abonner. Ici, on raconte des histoires vraies où des humains affrontent l'impossible et parfois survivent. Et dis-nous en commentaire d'où tu regardes cette vidéo et à quelle heure tu l'écoutes. Parce que pendant que tu es là, tranquille, quelque part sur Terre, il fait peut-être nuit. Et l'océan, lui, n'oublie jamais. À très bientôt sur les derniers survivants.